Logique Floue est un podcast consacré à l'intelligence artificielle et au monde qui se construit autour d'elle. À travers des rencontres entre chercheurs, entrepreneurs, philosophes ou acteurs publics, nous explorons les multiples façons de penser l'IA et ses impacts sur nos sociétés. Aujourd'hui, rencontre entre Denis Raffin, chercheur chez Spirops, et Luc Laroche, ingénieur, directeur sécurité, sûreté, défense et mémoire chez SNCF Group et président de Ralenium, institut de recherche technologique, pour une discussion autour des usages concrets de l'intelligence artificielle et des transformations qu'elle apporte dans nos organisations. Aujourd'hui, on reçoit Luc Laroche. Vous êtes ingénieur. Vous travaillez sur les trains autonomes, dans l'innovation de manière plus générale à la SNCF. Et vous êtes aussi dans un groupe de réflexion sur l'IA et ses impacts sur la société. Est-ce que j'ai bien résumé ? Exactement. C'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on est avec Denis Raffin, qui fait partie de Spirops. Peut-être une précision pour commencer. Effectivement, je travaille à la SNCF. Là, je parle pas au nom de la SNCF. Donc, je parle au nom des compétences que j'ai pu acquérir dans les différents projets. Je ne parle pas au nom de la SNCF, même si, bien sûr, je travaille à la SNCF et je mène des projets d'innovation avec de l'IA. Très bien, parfait. Est-ce que vous voulez me raconter un petit peu sur quoi vous avez travaillé en matière de véhicules autonomes et de trains autonomes ? Quels ont été vos travaux Oui, alors communs ? déjà, moi, je peux parler dans quel contexte on s'est rencontrés. Enfin, nous, on a participé à un projet voyageur. Donc un train, ça c'était plutôt un train régional voyageur. Donc c'est une expérimentation pour l'objectif, c'était de savoir quelles étaient les contraintes, quel était le reste à faire pour arriver à un train autonome. Donc on construisait, il y a eu une vraie réalisation. Donc c'était un rétrofit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la modification d'un train existant pour le rendre autonome. Nous, on s'occupait de deux sujets. Un sujet qui est la relation au voyageur et un peu la partie aléa, c'est-à-dire définir toutes les actions, toutes les réactions à avoir quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu. L'objectif, effectivement, du projet train autonome, en l'occurrence, c'était pour nous d'essayer de sentir quelle était la faisabilité à terme d'un train autonome. C'était pas du tout un projet avec ambition de déployer des trains autonomes, mais vraiment de monter les différents niveaux de compétences, de ce qu'on appelle craquer des verrous technologiques, monter les niveaux de TRL pour ceux qui connaissent l'expression. Et donc c'était ça. Et c'était d'avoir une vision globale sur qu'est-ce que ça voulait dire de l'autonomie de conduite fondamentalement, et comment ça s'insérait dans le système ferroviaire. Et notamment, quand vous avez avec Spirops travaillé sur les aléas, c'est un des sujets les plus compliqués du train autonome. Alors, le train autonome, c'est un robot, fondamentalement. C'est-à-dire, c'est un engin qui doit capter ce qui se passe autour de lui. Donc, il y a tout un aspect de perception. Et on y reviendra en parlant de la partie IA. Et puis, à partir de la perception de tout ce qu'il doit percevoir, il prend des décisions et après, il y a un actionneur, c'est-à-dire il décide certaines actions. Alors, sur un train, c'est pas très compliqué. En gros, il avance ou il freine. Il n'y a pas de volant. Donc, la partie décision est pas très complexe. La partie actionneur, c'est pas très complexe non plus. Il y a pas vraiment de verrou technologique. En revanche, le vrai verrou, c'est de comprendre l'environnement, comprendre ce qui se passe et de le faire en sécurité. Quelle est la démarche derrière ? C'est-à-dire, la SNCF, dans l'absolu, à un moment, voudra avoir des trains autonomes et voudra mettre ça en place de manière plus large ou c'est de la recherche ? C'est de la recherche. Donc là, vous vous êtes bien trouvé, du coup. Exactement. Tout à fait. Voilà. La difficulté, elle est beaucoup dans la perception, donc de savoir, de voir, de remplacer les yeux d'un humain, les yeux, les oreilles aussi, parce qu'en fait, il y a plein de sensations, il y a du ressenti même dans un train, donc toute cette partie-là est vraiment très complexe. Et ensuite, de la contextualiser. Donc c'est là où il y a un petit peu, même si la décision en elle-même, la décision, c'est je freine ou j'accélère, n'est pas très compliqué, effectivement, la sortie de décision. Par contre, il y a ce qu'on appelle la fusion, qui est d'essayer de reconstruire le monde, de comprendre le contexte. Le contexte, il peut changer en fonction on va pas prendre la même décision si le rail est mouillé, ou etc. Donc ça change un peu. Donc il
il y a une complexité qui est à ce niveau-là, mais effectivement, elle est plutôt concentrée sur ça. Et ce que je pourrais dire pour rassurer, peut-être pour certains qui sont pas forcément, c'est que le chemin est encore un petit peu long. On n'y est pas encore. Même si ça avance, il y a des choses qui sont. En fait, c'est dans tous les systèmes autonomes, globalement, que ce soit voiture, etc. La recherche avance, il y a des choses qui permettent déjà d'avancer sur certains tronçons. Par exemple, sur autoroute, il y a déjà des aides à la conduite. Sur train, il y a déjà des aides à la conduite aussi qui vont typiquement pour tout ce qui est amélioration du contrôle pour la consommation. Ça, il y a des aides. On veut trouver, améliorer des processus ou optimiser des choses, mais toujours en gardant l'idée que l'humain, il est au centre de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point-là, justement ? Que l'humain reste au centre de tout, oui, je pense que c'est à la fois important. On peut avoir des visions un peu philosophiques, des visions un peu sociales, et puis aussi on peut avoir une vision qui est très très pragmatique et scientifique, c'est-à-dire que de toute façon, il y a besoin d'avoir quelque part un humain, quel que soit le niveau de sophistication de l'automatisation. C'est vrai à peu près de tous les systèmes. Parfois l'humain est plus loin, parfois il est plus proche. Il y a guère de systèmes d'automatisation où il n'y a pas une supervision quelque part. Donc oui, c'est de toute façon c'est le lien avec l'humain qui est important. C'est vrai que ça pose toutes ces questions-là derrière et que Denis soulève évidemment immédiatement et vous aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'humain dans tout ça ? Comment vous voyez ça ? C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelque chose de très excitant à l'IA et à cette avancée technologique formidable, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi ces questions-là qui se posent. C'est une question qui se pose pas du tout uniquement au niveau des trains, c'est une question qui se pose généralement sur tout ce qui est automatisation des process et donc d'un certain nombre de travaux qui sont faits par l'homme aujourd'hui. Il y a des systèmes assez proches du train. Il y a le métro qui est déjà complètement autonome, il y a le taxi autonome qui arrive, qui commence à se déployer, etc. Il y a plusieurs choses là-dedans. La première chose, c'est, entre guillemets, à qui profite le crime ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y avait hausse de productivité grâce à l'automatisation, à qui est-ce que ça profite ? Et selon la réponse, il n'y a pas du tout la même vision morale, en tout cas en ce qui me concerne. C'est-à-dire que si ça permet de faire de la productivité à outrance, et entre guillemets, ça va juste dans la poche des actionnaires, pour moi, ça ne va pas du tout. Si ça permet de faire de la productivité et que la productivité faite, elle permet de redéployer des services au contact du client, alors oui. Et qui dit service au contact du client, là, on dit vraiment des emplois humains. Donc voilà, la réponse à la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, elle est forcément sous-tendue par une hypothèse de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les progrès technologiques qui sont dus à l'automatisation en général, quel que soit le système. Et on imagine très bien qu'on puisse avoir des systèmes plus automatisés qui libèrent du temps de personnes. Et donc, s'il n'y a que ça, on pourrait dire de la baisse d'emploi, mais qui permettent de générer de la possibilité de financer de l'emploi au service du client. Et ça, c'est le scénario idéal. Dans tous les domaines. Et quand on regarde en général le problème de l'IA, puisque c'est aussi sur l'IA qu'on en viendra plus spécifiquement, ce sujet-là, il existe. La productivité due à l'IA, à qui elle profite et qu'est-ce qu'elle permet ? Il n'y a pas de problème fondamentalement d'emploi, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Il y a un problème de financement de l'emploi. Parce que si vous allez dehors, vous regardez, il y a des gens qui sont sur le trottoir, il y a des trucs qui sont sales, il y a des choses à faire, il y en a, on en trouve à l'appel. Ce qu'on ne trouve pas, c'est le financement de l'emploi. Donc si on permet de dégager du financement pour de l'emploi, alors la balance peut être positive pour tout le monde. Et pour l'emploi, pour ceux qui travaillent, et pour les clients, et pour la société. Donc c'est vraiment cette question-là qui y a derrière. Moi, quand je suis complètement en phase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la technologie au-delà de l'IA, de l'automatisation, tout ça, c'est toujours la technologie. Il faut la voir comme une libération. Enfin, il vaut mieux la voir comme quelque chose qui libère du temps pour
créer de l'emploi potentiellement, mais aussi potentiellement, j'en avais parlé la dernière fois, c'est que il y a un sujet de répartition, il y a aussi de ce qu'on veut de la société en général. Est-ce que potentiellement, même s'il n'y avait pas plein de choses à faire, on pourrait imaginer que dans le futur, il y aura même des robots pour nettoyer les rues, donc il y aura plus de travail, ce travail-là ne sera plus à faire, mais soit. Mais l'humain, il est toujours là et il faut qu'il vive, etc. Donc, si on pense la société autour de ça, toujours dans cet objectif de plus d'égalité, à ce moment-là, la technologie, elle est que libératrice. Mais comment on fait pour aller dans cette direction-là? Parce qu'on sait que c'est pas forcément la chose la plus évidente qui se mettra en place. On sait que le profit, il n'est pas toujours réparti de manière à ce que la société fonctionne mieux. Enfin, ce serait formidable, mais est-ce que c'est pas un peu utopiste de penser ça? Non. J'ai hésité on me dire non, puis finalement j'ai dit non. C'est surtout que c'est à la fois on a chacun à œuvrer pour, et à la fois c'est éminemment du domaine politique. Donc il faut en même temps savoir que à nous trois, on va pas transformer le monde comme ça, mais qu'en revanche on a quand même notre rôle à jouer là-dedans. Donc c'est vraiment un élément strictement politique au bon sens du terme. Donc oui, il y a de la discussion, il y a des façons de rentrer dans le débat public, etc. Il faut faire du lobbying. Donc c'est d'abord par ça, puis après on a chacun aux places où on est quelques micro-décisions qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Mais oui, c'est compliqué parce que tout pousse au profit, même ceux qui n'ont pas forcément plus envie que ça, ou j'ai envie de dire, tout pousse à la maximisation, certes du profit, ou même j'ai envie de dire, à la maximisation de la productivité, parce que sinon l'entreprise meurt. Donc là, on n'est pas dans maximiser le profit. À partir du moment où on est dans un monde en concurrence absolue et où d'autres veulent maximiser leur profit, ceux qui veulent rester, ils sont obligés de faire un petit peu attention quand même aussi. Donc voilà, sujet éminemment politique. Alors après, moi, je n'ai pas tellement plus de réponses que ça, ou en tout cas, ma réponse n'a pas plus de valeur que celle d'un autre. Oui, c'est ça. Enfin, de toute façon, je suis plutôt un optimiste, mais je pense que, alors, on est obligé de jouer, comme disait Luc, dans les marges qui sont données par le marché, entre guillemets. Enfin, on vit dans un monde préexistant, donc on doit jouer là-dedans. Mais effectivement, chacun peut jouer son rôle de différentes manières. Il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé d'être un activiste, mais on peut être rien que dans la discussion quotidienne, là, dans ces réflexions, dans les choix qu'on fait de consommation, etc. Chaque petite chose fait évoluer les choses. On a l'impression là qu'il y a une espèce de course contre la montre avec l'IA. En tout cas, c'est ce que nous laissent entendre les médias, etc. Et on a l'impression que ça va à une vitesse folle. On parle de disparition de métiers à un horizon extrêmement court. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à révolutionner, à penser différemment la société, etc. Mais il va falloir que tout ça se mette en phase finalement assez rapidement et sur le même tempo. Oui, de toute façon, les périodes de transition, on est toujours en période de transition, il y a toujours des nouvelles technos, mais l'apparition de nouvelles technologies et donc les transitions qui s'en suivent, c'est toujours des moments un petit peu chaotiques. J'ai pas une idée extrêmement claire des pertes d'emplois générées par l'IA. On en parle beaucoup. J'ai vu des études récemment, certaines disaient que ça allait être terrible et d'autres disaient en fait, quand on fait la balance entre ce que ça perd et ce que ça crée, il y a des études qui disent que ça en crée un peu plus que ça n'en perd. Et après, il y a la question de est-ce que c'est le même type de boulot et comment est-ce que les gens peuvent se reclasser, j'ai envie de dire, par décalage. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc moi, j'ai pas les idées claires sur est-ce que ça va faire disparaître beaucoup d'emplois au total. J'ai plutôt envie de dire que ça va remodeler le marché de l'emploi sur une petite partie, mais qu'on va aussi avoir des créations. La difficulté, c'est qu'il y a des types d'emplois qui vont plus disparaître que d'autres.
Et là, on attaque peut-être le point qui me semble un des plus majeurs avec l'arrivée de l'IA, c'est que ça va impacter des métiers d'apprentissage du métier, entre guillemets. Je prends l'exemple des juristes, parce que c'était l'exemple dans l'article que j'ai lu. Un jeune juriste, quand il arrive, il se tape de regarder dans le code, dans tous les codes possibles et imaginables. Déjà, il a essayé de tout apprendre pendant ses études. Puis quand il arrive, il commence par... il étudie les cas, il va regarder, il va à droite, il va à gauche, etc. Sans doute que ce métier, il peut être remplacé par de l'IA. Mais l'IA, et on en parlera évidemment tout à l'heure, l'IA, elle se trompe. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse superviser. La personne qui doit superviser, il faut qu'elle soit avertie. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le junior qui supervise. Donc ça veut dire qu'on va priver les gens de cette période d'apprentissage avec du métier pas forcément super rigolo, en tout cas pas le plus passionnant, mais qui leur permet d'accéder à des compétences. Et du coup, comment est-ce que cette génération va pouvoir accéder à ces compétences? Et alors ça, c'était vu du côté des personnes, mais vu du côté du résultat. Et quand ceux qui connaissent, ils partiront à la retraite et que ceux d'en dessous, ils n'auront pas appris, là, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. D'un point de vue assez général, j'ai envie de dire, c'est les risques de nature cognitive qui sont associés à l'IA. Il y a déjà des situations où des boîtes ont décidé de virer du monde pour remplacer par de l'IA parce que c'est performant. Et elles sont maintenant arrivées au seuil, assez vite, au seuil où il y a des choses qui ne marchent pas trop, mais ils n'ont plus les experts parce qu'ils sont déjà partis. Donc ça, c'est déjà très rapidement, ça arrive. Donc on peut imaginer que ça va être encore pire plus tard. Donc il y a déjà cette situation, on est déjà dans une situation. Alors ça, le fait que on s'en rende compte assez vite, c'est plutôt positif parce qu'on se dit on va pas attendre que ce soit trop tard. Déjà, c'est trop tard pour ceux qui se sont fait virer, mais par contre, on a le temps de les rattraper avant qu'ils soient partis trop loin. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement face à ça? Je pense qu'il faut d'abord que les entreprises elles-mêmes aient conscience du risque. Et après, qu'elles pensent cet apprentissage des personnes comme un investissement. Et celles qui le feront seront celles qui gagneront dans 15 ans, mais en attendant, il faut qu'elles serrent les dents. Donc là, c'est vraiment du rôle des patrons d'entreprise d'avoir cette vision-là. Et donc, conserver effectivement un certain nombre de travaux qui sont nécessaires à la montée en compétences globales du personnel qui travaille dans la boîte, même s'il pouvait être remplacé par de l'IA. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un certain nombre qui peut être remplacé par de l'IA. Mais vraiment, ce point-là est important. On en parlera encore. Un des risques principaux de l'IA, je pense que c'est la perte de compétences des professionnels, mais sur un certain nombre de sujets, presque de l'espèce humaine. Je généralise exprès parce que ça permet de lancer le débat, mais c'est plus que ce qu'on raconte sur l'IA va nous gouverner, machin, etc. Je pense que les risques, c'est d'abord de la perte de savoir-faire, de compétences. Donc, d'après vous, les sujets là qui sont à contrôler de manière à ce qu'on ne perde pas l'humain, on en revient là quand même, ce serait donc contrôler ces apprentissages, faire en sorte que les apprentissages perdurent et avoir un système en fait de contrôle de la machine et de voir si elle fait pas d'erreur et etc. Ce serait ça? Oui, je pense qu'il faut effectivement toujours qu'il y ait une capacité de contrôle. Et on a dit que c'était difficile à avoir tant qu'on n'avait pas les compétences. Après, c'est plus ou moins vrai selon le niveau de fiabilité qui est attendu de l'IA. On a beaucoup de situations où, en fait, quand l'homme agit, il se trompe 2 fois sur 10 et ça va bien. Et là, on peut dire, quand on est dans des niveaux statistiques de fiabilité aussi bas, qu'on est capable de mesurer statistiquement qu'une IA se trompe peut-être qu'une fois sur 10.
Bon, si on remplace un homme qui se trompe 2 fois sur 10 par une IA qui se trompe 1 fois sur 10, ma foi, on n'est pas forcément obligé de contrôler. Et puis il y a d'autres cas où il ne faut pas que ça se trompe. Là, il ne faut pas que ça se trompe. Et là, du coup, il faut mettre en place les procédures, soit pour nous assurer que le système ne se trompe pas, soit pour contrôler ce qu'a fait le système. Alors les deux sont différents. S'assurer que le système ne se trompe pas, c'est majeur dans les travaux scientifiques que l'on mène, c'est-à-dire comment on fait la démonstration de sécurité du système qu'on est en train de concevoir. Là, on pourra aussi y revenir. L'IA tout seul ne peut pas. Donc, il faut penser le système de façon à ce que si on y met une brique d'IA, elle n'ait que une petite influence sur le résultat global et qu'on ait d'autres briques indépendantes et que c'est la somme de l'ensemble qui permettent d'atteindre le niveau de fiabilité nécessaire. Sachant que quand on parle de briques d'IA dans ce sens-là, là, c'est les briques d'IA boîte noire. C'est-à-dire celles qui, bien sûr. Sur lesquelles, parce qu'il y a d'autres systèmes, il y a des systèmes qu'on... Alors maintenant, on dit plus, je ne sais plus si on a le droit de dire IA, mais en tout cas, il y a des systèmes qui sont déterministes et fiables et qui permettent de s'assurer que le résultat à entrée donnée est toujours le même. Donc ça, c'est différent. Mais effectivement, dès qu'on met un système boîte noire, on a... C'est important ce que tu dis comme précision. C'est-à-dire que quand moi je dis IA là, c'est plutôt effectivement apprentissage, deep learning, etc. Si c'est IA n'est pas juste système numérique et informatique dans ce que je raconte là. Hein. Donc voilà, donc il y a la façon de concevoir des systèmes de sécurité, y compris avec une brique d'IA boîte noire. Oui, non, on peut dire IA parce que c'est le terme. Ouais, mais c'est vrai que le vocabulaire n'est pas complètement figé. Hein. Et puis après, il y a d'autres cas où il faut pouvoir contrôler. Alors, il y a des moyens de contrôler. Hein, je prends des exemples où on veut faire la maintenance de systèmes complexes, et puis on entre une panne, et puis l'IA va chercher dans toute la documentation énorme qui existe sur le système, et puis dit il faut faire ça. Et là, ces systèmes-là peuvent dire, et d'ailleurs, je l'ai vu dans le manuel numéro 7, la page 342, paragraphe 7. Et puis, il met les références des modes opératoires à appliquer. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on a ça, on ouvre le document directement à la bonne page, et là, on voit bien s'il y a dit n'importe quoi ou pas. Oui. Donc, il y a quand même des types de systèmes où l'IA Deep Learning boîte noire peut effectivement accélérer énormément le processus de recherche, et à la fin, on s'appuie plus sur l'IA, on s'appuie sur le résultat, et on va voir à l'origine le bon document, etc. Donc voilà, il y a des tas de systèmes où ça aide vraiment. C'est vrai que je m'interroge beaucoup sur ce mouvement qu'a eu l'homme finalement de déléguer son savoir ou le fait de penser, ou etc., d'avoir eu cette volonté de passer ça à une machine. C'est vrai que ça m'interroge énormément. Je ne pense pas qu'à l'origine, il y ait le désir de sous-traiter la pensée à une machine. D'abord, pour moi, il n'y a pas sous-traitance de la pensée. En fait, la machine ne pense pas. Je suis clair là-dessus, la machine ne pense pas. Donc on ne peut pas sous-traiter quelque chose qu'on fait à quelque chose qui ne sait pas le faire. Après, ceux qui ont vraiment travaillé sur les concepts fondamentaux de l'IA, je ne suis pas sûr qu'ils avaient, eux, une idéologie. Après, c'est récupéré par des gens qui ont une idéologie. Alors, deux types de personnes. Il y a une première catégorie de personnes qui disent avoir une idéologie, mais en fait qui veulent du fric. Ça, il y en a quand même un certain nombre. Donc là, faut gratouiller l'idéologie, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Ils veulent juste du fric, donc ils racontent n'importe quoi. Et puis du moment que ça fait vendre, ça va bien. Et puis il y a des gens qui ont une véritable idéologie. Hein. Il y a le transhumanisme. Est-ce qu'on peut aller se transférer dans une machine parce qu'en fait, l'ensemble j'ai envie de dire de l'homme, ils disent, parce que si on veut se transférer dans une machine, ça veut dire que c'est l'homme. L'homme, ça veut dire que c'est réduit à ce qui peut passer dans une machine et comment on peut survivre à l'intérieur de la machine.
Bon, s'ils ont envie, pourquoi pas. Donc là, il y a des choses plus intéressantes à discuter. Donc je ne pense pas que ce soit l'idéologie de ceux qui ont des chercheurs, des scientifiques, des mathématiciens, des codeurs, des informaticiens. Eux, l'idéologie, leur but, c'était comment est-ce qu'on peut améliorer les capacités plutôt de calcul au sens très large du terme des machines. Le mouvement n'est pas nouveau, c'est pas parce que ça s'appelle IA aujourd'hui que ça n'existait pas. Quand on avait un boulier et quand on voulait faire des calculs, en fait on déléguait à la machine des trucs qu'il fallait, sinon il fallait poser les multiplications. La machine à calculer, c'est ça. Donc on n'est pas sur le nouveau paradigme quand on dit qu'on veut déléguer un certain nombre de tâches. Le nouveau paradigme, c'est de dire on veut déléguer, on pense qu'on peut déléguer et qu'on veut déléguer la pensée humaine. Qu'est-ce que tu penses, toi, Denis, que la machine pense, justement ? Non, pas du tout. Non, c'est la même manière. C'est juste que, oui, effectivement, c'est l'usage. Enfin, il y a un discours. Il y a des gens qui se disent, oui, l'intelligence générale, etc. C'est un discours de vente, de dire que c'est de l'intelligence et que ça fait des choses intelligentes. Mais c'est des machines à régurgiter, à synthétiser, etc., qui marchent très bien. Enfin, très bien, avec, il faut toujours faire attention, avec des défauts qui, justement, nécessitent toujours l'humain derrière pour superviser, pour vérifier, etc. Et justement, quand on parlait tout à l'heure je regardais pareil, un article qui était intéressant sur quelqu'un qui analysait un petit peu une formation à l'IA. Et donc, en fait, c'était un peu sur le thème humoristique, mais il prenait, donc il s'inscrivait sur un lien d'apprentissage et puis il apprenait. Ça lui disait, bon, voilà, c'était prompt engineer, là, pour apprendre à écrire des prompts. Et donc, dedans, il y avait du bon sens toujours dans la formation. C'était pas une grosse formation, et donc, et à plusieurs moments dans la formation, il y a, il expliquait, faites attention pour vérifier toujours l'information, etc., etc. Mais pour vérifier l'information, il faut que que je connaisse, que je fasse une recherche, que finalement, pourquoi je fais la recherche par l'IA, puisque de toute façon, il faut que je fasse la recherche ensuite pour vérifier que l'IA m'a pas dit bêtise. Donc, c'était assez cocasse comme situation. Et donc, on est toujours dans ce... voilà, donc il n'y a pas de pensée, ça réfléchit pas. Ça, même quand on parle, même dans l'IA, nous, tel qu'on fait, qui est pour de la prise de décision, c'est la digitalisation d'un processus enfin, c'est complètement mathématique. C'est-à-dire qu'on met des seuils, on va essayer, on va choisir la solution la moins pire, mais c'est pas, il n'y a pas de pensée. Ça va pas plus loin que ce qui a été écrit dans l'algorithme, etc. Donc, même si ça peut faire des choses qui semblent magiques ou voilà. En fait, dans les réflexions qu'on peut mener, on pense que, quand on dit que l'IA pense, c'est-à-dire qu'on dit du coup que la pensée humaine est réductible à ce que fait un ordinateur avec des algos de deep learning. Et pour nous, c'est une triple réduction en fait. C'est une triple simplification. La première chose, c'est que ce faisant, on dit que notre façon de penser, c'est uniquement du traitement de l'information. Or, d'expérience, on sait qu'on ne fait pas que du traitement de l'information. On a un type de pensée qui est une pensée rationnelle, pas à pas, où on fait des déductions, etc. Donc ça, oui, on fait du traitement de l'information, puis après, on en tire des conclusions. Et puis on sent bien que dans la façon dont on pense, il y a des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la fulgurance, etc. Alors, ce qui est toujours compliqué dans ce genre de débat, c'est qu'en fait, on connaît très bien comment fonctionne l'IA. On connaît très très bien comment fonctionne une IA. On connaît très très mal comment fonctionne la pensée humaine. Donc on a toujours du mal à dire la pensée humaine ne fait pas comme l'ordinateur parce que la pensée humaine fonctionne comme ça. Et on est obligé de s'appuyer sur des concepts qui sont soit philosophiques, soit un peu plus empiriques ou intuitifs.
Et toute la philosophie sur la pensée s'appuie un petit peu là-dessus. Hein. Donc, première réduction, c'est ça, ce serait de dire que nous, on ne fait que du traitement de l'information. Or, il y a des tas de choses où on fait autrement que du traitement de l'information. La deuxième réduction, ce serait de dire que ce qui se passe lorsqu'on pense, c'est uniquement nos neurones qui font, on ne sait pas trop quoi, mais dans tous les sens, qui envoient des petits produits chimiques, des trucs électriques, des machins, etc. Pareil, les neurosciences se développent énormément, mais la compréhension exacte de ce qui se passe, on ne l'a pas atteint, on n'a pas craqué, et on est loin d'avoir craqué le fonctionnement du cerveau. En revanche, il y a des choses qui sont presque certaines maintenant, c'est que le cerveau tout seul, ça ne marche pas, et c'est l'ensemble de la personne et de son corps qui permet de penser. Et moi, j'appuie la thèse que sans corps, il n'y a pas de pensée humaine. Y compris pour des raisons, enfin voilà, ça nous prend aux tripes et ça nous fait penser. Enfin voilà, il y a même, j'ai envie de dire, même quand on fait du raisonnement. Donc on voit bien que notre façon de penser est intrinsèquement liée au corps, aux émotions, à ce qu'on ressent. Et ça, la machine ne peut pas l'avoir. Et la troisième réduction, ce serait de dire que nos neurones, en fait, fonctionnent juste comme un algorithme. Ou pire, comme un algorithme d'IA. Alors, comme on sait, encore une fois, on ne sait pas comment fonctionnent nos neurones, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne pas du tout pareil. D'abord, si ça consommait pareil, si ça fonctionnait pareil, ça ne consommerait pas autant d'énergie. Il y a plusieurs ordres de grandeur de consommation énergétique entre le cerveau et un ordinateur. Donc, pour faire la même tâche, il faut 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus d'énergie à une IA qu'à nous. Voilà, encore une fois, parfois on va droit au but. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on sent que la pensée humaine et toute l'évolution de la pensée n'aboutit pas à une optimisation de ce qu'on pourrait appeler un algorithme s'il y avait algorithme. En fait, le vivant est aussi dans la robustesse, dans la capacité à survivre. Et la capacité à survivre, c'est pas juste de l'hyper-performance, alors que l'IA, on veut faire de l'hyper-performance. Donc tout ça fait dire que même ce qui se passe au niveau de nos neurones, c'est pas de l'optimisation algorithmique. Donc c'est un certain nombre de faisceaux qui me permettent à moi de dire que la pensée humaine est infiniment plus vaste que l'IA, et tant mieux, et que du coup, j'ai pas peur une seconde du fait que l'IA va nous bouffer. L'IA peut nous rendre idiots parce qu'on est tellement paresseux qu'on va aller regarder que l'IA. On est tellement paresseux qu'on sait que ce truc, ça fait des erreurs et qu'on va pas les corriger parce que c'est quand même fatigant. Ça va, etc. Mais que l'IA, comme ça, tout d'un coup, commence à avoir des intentions. Non, parce que l'intention, c'est du registre de la pensée humaine, c'est pas du registre de la machine. Alors après, qu'il y ait des gens méchants qui aient des intentions en utilisant l'IA, alors là, oui, ça, c'est un deuxième sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, Denis, de ces 3 points-là Oui, alors je pense je suis d'accord, globalement, on dit il y a des intelligences aussi. Il y a différentes façons qui sont liées à l'émotion, au vécu, etc., qui font aussi la diversité. En fait, l'humain, dans l'humain, c'est le fouillis, c'est un peu le bordel, la vie humaine. Donc, le fait d'avoir des trucs bien rangés, tout carré, avec c'est pour certains processus, c'est ce qu'on veut, hein, mais le fait de remplacer tout par quelque chose ça serait tout plat. Et on aurait toujours la même saveur de tout. On aurait toujours les mêmes inputs, on aurait toujours les mêmes sorties. Et donc c'est là, surtout, donc je pense que là, l'humain, il aura toujours sa place parce que de temps en temps, il n'est pas en forme et puis ça lui fait faire des choses un peu différemment. Et puis hop, puis toute la science, ça a été ça, c'était des découvertes avec des accidents, des trucs. Là, il n'y a plus d'accidents.
Mais là, encore une fois, on parle de l'IA générative. En ce qui concerne votre démarche chez Spirup, c'est avec cette histoire de logique floue. Vous avez quand même plus, d'après moi, cette envie de s'approcher de comment réfléchit l'humain ou comment. Oui, alors pense déjà, l'humain. nous, on part de l'esprit humain pour automatiser. Donc, on n'est pas déjà, on va prendre un expert et puis on va lui demander comment il fait et puis donc déjà d'un côté, et puis aussi on a on essaye de comprendre un peu, alors pas forcément, on fait pas de la neuroscience, etc., mais le principe que l'humain, bah, enfin le vivant plus que l'humain, le vivant, il a tendance à optimiser, à faire le moins d'efforts possible, etc. Et on pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des systèmes, donc le moins d'efforts possible dans l'informatique, ben, c'est le moins de temps, les temps de cycle les plus faibles, le moins d'énergie consommée, le moins de... Donc c'est comme ça qu'on pense qu'on va réussir à faire des choses. On vise plutôt cette logique-là plutôt que de se dire bon, bah, ça marche pas, mais on va mettre encore plus de puissance, puis ça marchera. Et c'est un peu pareil avec l'IA, l'IA en ce moment. Ça fonctionne parce qu'on y met de la puissance, mais on est dans des niveaux de consommation énergétique qui ont plus de sens, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous aviez envie d'aborder, que vous aviez en tête? Je pense que dans les risques de l'IA, il y a un point aussi qu'on pourrait aborder. C'est le risque de rupture relationnelle. Alors, je vais expliquer. Hein. Alors, c'est pas que l'IA, c'est l'IA plus les réseaux sociaux. Donc, alors, encore une fois, quand je dis ça, il faut que je précise le vocabulaire. C'est pas que l'IA deep learning, c'est les réseaux sociaux plus l'IA deep learning, où là, on commence à avoir des choses qui sont un peu puissantes et sur lesquelles il faut faire attention. Deux exemples, hein, c'est effectivement les dégâts parfois que causent les réseaux sociaux sur certaines catégories de personnes, l'enfermement que ça génère et donc une espèce de communautarisme. Voilà, des personnes qui restent des heures et des heures sur les réseaux sociaux, qui sortent pas de chez eux. Enfin, ça finit par faire des gens bizarres. Et donc là, il peut y avoir vraiment un premier risque. Alors c'est vrai pour les enfants, mais pas que. C'est vrai aussi pour des adultes. Et puis quand on commence à avoir en face de soi quelque chose qui imite les raisonnements humains, et que dès lors, on anthropomorphise très facilement, là, on peut commencer à y avoir un peu de perte de repère, hein. Si on commence à discuter avec l'IA comme si c'était, je sais pas moi, notre mère qui est morte ou notre petite amie qui nous a quittés ou je sais pas quoi. Là, on est quand même en limite et là-dessus, il y a des risques. Le risque lié, hein, c'est le risque de désinformation. Où effectivement, on peut quand même réussir à faire passer des infos fausses auprès d'un grand nombre de personnes. Et ça demande... Alors certes, les réseaux sociaux suffisent, ça permet déjà de le faire, mais quand en plus, on peut créer des fake news très, très, très réalistes et qu'on les balance sur les réseaux sociaux à des gens qu'on a déjà triés sur le volet parce qu'en fait, ils sont extrêmement réceptifs à ce qu'on a envie de leur dire, ben, petit à petit, ça fait des choses qui peuvent être dangereuses. Donc voilà, là, il y a un deuxième risque important. Tout à l'heure, on parlait du risque plutôt cognitif, c'est-à-dire que les gens, ça allait plutôt les désapprendre à penser. Enfin, c'est l'effet GPS, quoi. Hein. Là, on est sur un deuxième risque, un risque de désinformation et un risque de rupture relationnelle. En fait, très clairement, ce qu'il faut avoir, c'est le sens critique. Alors, on a beau savoir que sur les réseaux sociaux, ça raconte des choses bizarres, mais si on adore y aller, que c'est tellement simple, et qu'on n'a pas réussi à se façonner un esprit critique suffisant, ben non, ça peut pas forcément. Ça ne donne pas forcément des adultes qui sont mieux. On revient au premier sujet. C'est-à-dire oui. si on n'a pas si on s'est pas déjà formé, on n'est pas armé pour se défendre. Ouais. Et moi, je pense que aussi le problème, il est
il est avant l'IA, c'est-à-dire que maintenant on a de l'IA de deep learning qui permet de générer des images, qui permet de massivement faire des choses d'écrire des choses qui sont cohérentes, qui ont du sens. Mais avant ça, il y avait déjà un problème lié aux réseaux sociaux qui est les algorithmes les algorithmes qui vont pousser l'information et que ça soit de la bonne information ou de la mauvaise information, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a une fenêtre d'Overton, là, c'est-à-dire que moi j'aime bien faire des cookies et donc je vais avoir que des vidéos de gens qui font des cookies, alors que peut-être que les gâteaux, je sais pas, à la fraise, on sait très bien. Je simplifie, mais c'est pareil que ça soit politiquement ou scientifiquement. On va me pousser tout le temps les mêmes choses. Donc déjà, je vais pas ouvrir mon esprit, je vais être un peu fermé. Donc ça peut. Il y a des solutions. On pourrait dire qu'il faut que les algorithmes soient ouverts, qu'ils soient. Donc, c'est pas forcément interdire, mais c'est réguler, trouver des solutions pour dire, par exemple, on prend l'exemple du réseau de X, Twitter. Le jour où Elon Musk a repris le truc, il a viré tous les gens qui faisaient de la régulation, etc. Donc, et puis en plus, maintenant, il pousse ses idées. Et puis, je sais pas, l'algorithme, bon, moi, je suis pas là-dessus, mais euh, j'ai- donc le problème, il est en grande partie là. On a beaucoup parlé des risques finalement et puis de ces peurs que ça pouvait engendrer, etc. Mais j'ai envie de vous demander à tous les deux, pour finir cet entretien, quelles sont les promesses qui résident dans l'IA et qui font vraiment envie à chacun? Ce qui me vient à l'esprit, c'est un premier exemple, c'est l'IA dans la médecine, où là, on est dans des systèmes qui améliorent beaucoup la performance, qui peuvent se tromper, mais fondamentalement qui améliorent beaucoup la performance. Quand on fait de l'analyse de radio ou de je sais pas quoi, de résultats d'examens compliqués de médecine avec de l'IA, ben en fait, l'IA permet d'aller voir des choses que assez souvent un humain pourrait ne pas détecter. Et ça, pour moi, c'est un des exemples d'amélioration fondamentale grâce à l'IA. Alors bien sûr, hein, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on laisse juste l'IA, un jour, il va y avoir une tumeur de 40 cm de large et puis l'IA ne va pas le voir. Bon, donc il faut évidemment que non seulement qu'il y ait quelqu'un qui contrôle, et pas que quelqu'un qui contrôle. Ça, on y a beaucoup travaillé dans nos projets. C'est-à-dire que si on a juste quelqu'un qui contrôle quelque chose qui marche presque toujours, au bout d'un moment, la personne, elle ne contrôle plus rien, puisque comme elle sait que ça marche, elle dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et en fait, ça ne sert à rien d'avoir rajouté quelqu'un qui contrôle. Donc, il faut faire en parallèle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui analyse sans avoir vu le résultat de l'IA. Il faut à côté qu'il y ait le résultat de l'IA. Et puis, il faut soit la même, soit une autre qui regarde est-ce que les deux disent la même chose. Sinon, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, alors oui, on améliore la fiabilité. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le cas que je cite, on n'a pas amélioré forcément la productivité, parce que je doublonne le boulot. Oui, mais là, c'est vraiment c'est une promesse. Après, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. C'est quand même, quand on fait une recherche un peu fine de quelque chose avec de l'IA sur Internet, c'est quand même hyper puissant. Et puis après, si ça nous renvoie à la page en question, on va voir la page. Donc, on a des tas d'exemples où c'est très puissant et ça permet d'accélérer, de faire des progrès, etc. Alors, je pourrais en avoir beaucoup des exemples, mais Denis, tu dois en avoir d'autres. Oui, alors des exemples, j'en ai. En fait, là, c'était l'idée de l'exemple de Le Médecin est très, très bien parce qu'en fait, c'est déjà ce qu'on fait. Actuellement, quand on a quelque chose d'assez grave, on demande un deuxième avis, puis un troisième avis, etc. Et là, parmi un des avis où il y aura de l'IA et qui permettra peut-être d'affiner, etc. Donc ça, c'est effectivement. Donc c'est déjà utilisé positivement, et donc c'est pour faire avancer l'humanité dans un bon sens. C'est-à-dire qu'on des énergies plus vertes. Donc dans ce sens-là, si elle est utilisée, c'est toujours pareil, c'est une technologie. Si elle est utilisée dans un sens vertueux, c'est bien. Et puis, il y a toujours malheureusement des gens qui veulent l'utiliser. Donc c'est sûrement utilisé
dans des systèmes par l'armée pour améliorer les systèmes de visée ou etc. aussi, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, moi c'est plutôt, je suis plutôt optimiste. Je me dis, le balancier il finit toujours plutôt de bon côté. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt. Merci beaucoup.